ces nouveaux concepts d'éducation sexuelle. Et c'est ce que Sophie Audugé ou Marie-Estelle Dupont appellent le risque d'effraction psychique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Très bonne question. Le wokisme a fait son entrisme à l'école. Je vous l'ai dit, je le répète sans cesse. C'est-à-dire que ces gouvernants aujourd'hui ne font que aller dans le sens de la doxa, à savoir que on doit absolument, alors c'est les idées progressistes, se montrer tolérant à la différence, mais à la différence sexuelle, au fait que on doit pouvoir choisir son genre. On a des clusters dans les classes avec des petites filles qui se découvrent d'un seul coup l'envie d'avoir un pénis. Voilà, en gros, on a tout ce phénomène de mode qu'on appelle finalement la dysphorie de genre. Et on a même eu Anne Genetet, ex-ministre de l'Éducation, qui a été sur un très court temps, qui a dit que la théorie du genre n'existait pas. Donc vous voyez, c'est assez terrible. J'en parle dans mon livre aussi. Je dis, mon Dieu, la théorie du genre n'existe pas. On entend parler de ça matin, midi et soir. En fait, l'école, elle est hyper perméable à ce phénomène de mode qui est le wokisme, la théorie LGBTQIA+, et comme vous parliez d'éducation, vous me disiez ouvrir à la tolérance, par exemple la grossophobie, tout ça, le petit gros. Mais en fait, c'est cette éducation-là dont je parle qui est au quotidien. Je vous donne un exemple. Vous allez en salle de sport avec les enfants, on va au gymnase, vous savez, vous avez cours de sport, et puis il y a, on demande de faire trois fois le tour du parc, et puis il y en a un qui a un surpoids, et puis il a du mal à faire 3 fois le tour du parc, et puis il y en a un qui se moque. Ben voilà, le prof de PS, il va avoir son rôle, donc d'éduquer ces personnes, soit en les punissant, ou en leur faisant une remarque très désagréable devant le groupe, en leur disant il est hors de question que tu te moques de un tel parce qu'il est en surpoids. Et voilà, c'est ça la fameuse éducation. Et ça suffit largement, mais vous savez, ça avait lieu dans les années 80 quand on était à l'école, 90, pareil. Ça a toujours eu lieu. On n'a pas besoin de réinventer l'apprentissage à la tolérance. À chaque moment, la tolérance c'est autre chose, ou à la non-discrimination parce que Mamadou, je sais pas quoi, enfin moi j'ai été noir, j'ai été moqué aussi par certains, je ne sais plus. J'ai eu des trucs où on m'a discriminé. À ce moment-là, c'est au professeur de venir poser un cadre en disant non, et voilà. Mais ça a lieu à tout moment de la journée et on n'a pas besoin d'un cours spécial. Par contre, l'éducation à la vie sexuelle et affective et relationnelle, je ne sais jamais le mettre dans le bon sens, le fameux EVRAS, c'est autre chose. C'est une idéologie très précise qui vient, je vous ai dit, si on fait l'historique des États-Unis, du wokisme, etc., et dans une idée progressiste de finalement, nous n'avons pas à imposer à un enfant le choix de son sexe et tout ça, alors que même, alors encore une fois, si je peux faire un pont avec ce livre, j'en parle énormément dans Neurovibe, alors même que à une certaine époque, ces troubles étaient considérés comme psychiatriques. Et aujourd'hui, il y a une sorte de dépsychiatrisation, de dépathologisation de ces troubles-là vers une sorte de normalisation. Et on va nous expliquer qu'il est normal de se poser la question de savoir si on est un garçon ou une fille, alors que c'est des questions que ne se posent, je les mets encore en stade dans mon livre, 0,0, et quelques 1% de la population, c'est ce qu'on appelle les écarts types sur la courbe de Gauss, c'est de la pathologie. Eh bien, on veut nous faire croire que ça concerne tous les enfants, et qu'au nom du 0,01 qui se poserait des questions et qui aurait besoin d'aller voir un psy, et qui aurait besoin justement de faire un truc individuel, on va concerner l'ensemble. Même chose, vous savez qu'on peut plus faire la fête des mères à l'école, soi-disant. Bon, c'est la même chose, on fait la fête des gens qu'on aime bien. Pourquoi? Parce que l'enfant qui se retrouve, on pense toujours au cas particulier que l'enfant, voilà. Donc la question c'est ça, le wokisme veut imposer, c'est la tyrannie des minorités, les minorités sexuelles et autres, mais toutes les minorités veulent imposer à une généralité, enfin à la masse, une généralisation de leurs angoisses, de leurs sujets. Donc oui, il y a des enfants qui ont des dysphories de genre, mais quand j'ai vu des vidéos où il y a des mamans qui disent mon enfant il s'appelle Isabelle et en fait j'ai envie de l'appeler Grégoire parce que je sens que mon enfant, alors qu'il a 2 ans, je sens que mon enfant n'est pas né dans le bon corps, on est quand même face à un phénomène de société grave, de mode, de théorie du genre, de dysphorie du genre. Vous avez Léo Kessler, qui est une femme qui a témoigné, qui a expliqué les ravages. Malheureusement, elle avait 18 ans et quelques, et on l'a forcée, plus ou moins, on a été dans le sens de sa transition. Lio Kessler, vous pouvez le trouver dans l'émission de Dora Muto, Feméliste. Elle dit aujourd'hui, ma vie elle est foutue, je suis mutilée. Et on se rend pas compte de ce qu'on fait. C'est criminel, pardon, je suis désolé d'employer un mot fort, criminel de venir semer le doute dans la tête d'un enfant et de dire, au nom de son bien-être, on vient lui dire que possiblement il pourrait ne pas être né dans... Alors souvent, moi, qui m'occupe d'enfants autistes, vous savez que l'autisme, il y a un pont entre ce qu'on appelle ces neuroatypies
Et la dysphorie de genre, c'est que une grosse quantité de personnes ayant un trouble autistique se disent dysphoriques, enfin en tout cas sont concernées, se sentent concernées, parce que ce sont des personnes qui se cherchent énormément et ce sont des personnes qui sont fragiles psychologiquement, et donc cette fragilité les amène à se dire mais attends, qu'est-ce que j'ai qui va mal, pourquoi je suis si mal dans ma peau? Eh ben, c'est peut-être parce que je suis pas né dans le bon genre, et comme les autistes, surtout Asperger, sont très influençables sur ce qu'ils entendent, et ben, souvent quand vous leur bourrez la tête matin, midi et soir de théories comme ça, eh bien quand ils rentrent à la maison, ils finissent par se dire ben, peut-être que si je vais mal, si je me sens mal, c'est peut-être parce que, et il n'y a pas que les autistes d'ailleurs, beaucoup de personnes qui seraient état limite ou autre chose, qui auraient d'autres troubles, peuvent aller vers ce type de facilité de se dire mais si je vais mal, et c'est ce que dit Leo Kessler et toutes les personnes qui détransitionnent, parce que là les détransitions on n'en parle pas, hein, c'est pareil. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on imagine, mais elles ont honte et elles sont rejetées. Eh bien, ces personnes qui détransitionnent te disent aujourd'hui, je suis un détransitionneur ou une détransitionneuse parce qu'à une certaine époque, j'ai cru que mon mal-être était lié à la dysphorie de genre. Normal, phénomène de mode, on en parle à l'école, matin, midi et soir. Eh bien, j'ai cru que c'était ça, et donc j'ai été là-dedans, j'ai été jusqu'à me faire opérer, et aujourd'hui, je me suis rendu compte que opérer, eh bien, j'allais toujours mal. On m'a enlevé les seins, je vais mal. On m'a enlevé l'utérus, je vais mal. Ah ben, je me pose la question, on m'a mis un néo-pénis ou un néo-vagin, mais bon, bah, je vais mal. Alors, je ne parle pas des effets secondaires, j'en parle, pour le coup, là, c'est effets secondaires, j'en parle beaucoup dans mon livre. Terrible, hein, les effets secondaires. Tout ça, je peux vous le citer, hein, si vous me le demandez. Mais en gros, au final, il ne faut pas confondre éducation et entrisme. Il y a un entrisme à l'école qui est dû à un lobby LGBTQIA+, et moi je tiens au QIA+, hein, parce qu'aujourd'hui ils disent plus que LGBT parce qu'ils sont embêtés, parce qu'ils se rendent compte que ça devient ridicule, le QIA+. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire qu'on veut tellement... Signifie le plus. Plus signifie tous ceux qu'on a oubliés. Voilà, en gros, c'est ça le plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que l'addition de lettres, L, lesbienne, G, gay, trans, B, machin, truc, queer, le Q c'est cuir. Après, on se dit, mais il faut tellement, et ça montre tellement l'idéologie, et c'est super qu'on en parle. Ils veulent tellement être sûrs de n'oublier personne et d'être tellement inclusifs vers même celui qui se dit, vous savez, dans le livre, je peux en parler 2 secondes, vous avez une tête, une personne qui ressemble à un extraterrestre. Vous savez comment on appelle ça? Regardez la tête, le xénogenre. Xéno veut dire étranger. Ce sont des personnes qui disent, mais je n'appartiens pas au genre humain. Et il faut penser à eux aussi. Le plus, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut penser à celui qui croit qu'il est du genre table. Ben moi, oui, et qu'est-ce qui peut vous prouver que je suis pas une table, en fait? Là, on est dans la psychose, hein, soyons clairs. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, oui, le plus, ça signifie, on veut tellement inclure toutes les différences qu'on a pensé au cuir, on a pensé aux aromatiques, ceux qui sont pas machin, on a pensé au ceci, on a pensé aux non-binaires. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié quelqu'un? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit, ben moi je suis, je sais pas, je fais l'amour avec les plantes, donc moi je suis comment? Moi je suis ici. Il y a toujours un qui est quelque chose. Il y a les xénogenres, il y a les trucs. Il y a toujours quelqu'un qui a un nouveau genre en fait. Et comme on n'a pas pensé, on veut être sûr de n'exclure personne, on ajoute des plus. Et moi je dis les LGBTQIA+. Et vous savez pourquoi les LGB aujourd'hui, c'est-à-dire lesbiennes, gays, et le T trans qui s'est mis, enfin en tout cas les lesbiennes et les trans et les gays aujourd'hui rejettent ce mouvement, parce qu'ils se disent arrêtez, ça devient n'importe quoi, on n'en peut plus. Voilà, les trans nous disent que une femme devrait avoir un pénis et il faut qu'on l'accepte, on ne veut plus, donc ils rejettent même le T de trans, mais les queers, les non-binaires, les ceci, les machins, on n'en veut plus. Parce qu'à un moment donné, le mouvement il s'est fait vampiriser. Et vous voyez, je vous ai parlé d'autrisme à l'école, bah, cet entrisme il a eu lieu au sein du mouvement LGBT aussi, par des gens qui sont venus dire et moi, et ma différence à moi. Et donc, comme il fallait toujours ouvrir, élargir, à un moment donné, des personnes comme Dora Muto et Marguerite Stern, qui étaient des pionnières, c'est-à-dire des fémènes à la base pour Dora Muto, eh bien, elle a été rejetée de son propre mouvement et aujourd'hui, elle est menacée de mort, attention, par les fameux LGBTQIA+, qui lui disent, mais tu es, je sais plus le terme qu'on lui dit, c'est un terme que je pourrais même plus dire, mais en gros, ils ont inventé un terme pour dire que qu'elle discriminait les personnes de la communauté et qu'elle était, voilà. Et donc aujourd'hui, elle a créé une chaîne qui s'appelle Femélis, je fais un peu de pub pour elle, parce que réellement, j'adore, je trouve que Femélis pour dire, c'est quand même dingue d'en arriver à dire je ne suis plus une féministe, parce que le féminisme s'est fait manger, hein, et le féminisme, ce qu'on appelle le néo-féminisme aujourd'hui, si je peux en dire un mot, bien sûr, géométrie variable, hein, il ne s'indignera pas pour Lola, pour Philippine qui a été découpée en morceaux, hein. Ce néo-féminisme-là, il est avec le drapeau palestinien dans la rue, et ce qui l'intéresse, c'est la Palestine, et c'est surtout pas les victimes qui ont été, si je puis dire, agressées, j'ai envie de dire gentiment, par des personnes sous OQTF d'origine, voilà, hein, ça, non, ce néo-féminisme-là,
ne s'indignera jamais, pas un mot sur Philippines. En fait, anniversaire malheureusement tragique de la mort de Philippines. Jamais vous n'entendrez un mot. Alors, sauf les féministes, qui sont des femélistes, en fait, comme Dora Muto, qui disent, nous, on revendique que féministe, ça veut dire femelle, hein, vous avez compris, c'est-à-dire, en gros, il y a deux genres, comme l'a dit Trump, un homme, une femme, et nous, on revendique le genre femelle, on est des femelles, et on est, X. voilà, XX, et on est des femelles parce qu'on est né avec un vagin, un utérus, et qu'on peut enfanter, et tout ce qui n'est pas né avec un vagin, un utérus, et qui peut pas enfanter, eh bien, c'est pas des femmes, voilà. Et donc, bon, j'adore ce thème féministe, même si ça semble choquant comme ça au premier abord, mais on est obligé d'en arriver là pour pouvoir définir que le féminisme d'aujourd'hui, ce n'est plus du féminisme, c'est un fourre-tout, islamo-gauchiste, palestinien, tout ce que vous voulez, tout sauf, et puis LGBTQIA+, tout sauf du féminisme. Bon, voilà, alors, si je voulais un peu d'histoire, je dirais que ça remonte déjà à Simone de Beauvoir, qui avait dit « on ne naît pas femme, on le devient », il s'empare beaucoup de ça dans le deuxième sexe. Et on a même, je cite une autrice qui est une philosophe américaine qui s'appelle Judith Butler et qui a écrit Gender Trouble en 1990 et qui explique déjà dans Gender Trouble que le genre social c'est une construction en fait. Le genre c'est une construction. Alors on est là-dedans et tous les LGBT se réfèrent à Simone de Beauvoir et je peux en citer une troisième qui s'appelle alors Judith, j'ai dit Judith Butler, maintenant c'est Judith Singer. Judith Singer, j'ai du mal à prononcer. Judith, voilà. Bon bref, qui a inventé le concept de neurodiversité en 1998 et qui a expliqué la même chose. Voilà. Donc toutes ces personnes-là, ce sont des pionnières de Simone de Beauvoir à ce que la personne que je viens de citer, à chaque fois je me gourre sur la prononciation, donc je vais arrêter. Judith Singer, voilà. Judith Singer, qui est voilà. Je veux dire une citation de Judith Singer, c'est qu'elle, je l'ai là, c'est la neurodiversité est à l'esprit humain ce que la biodiversité est à la nature. Je répète, la neurodiversité est à l'esprit humain ce que la biodiversité est à la nature. Alors je vais vous dire, la biodiversité, tout le monde sait que c'est une bonne chose. Et voyez, dans sa phrase, elle nous dit, la neurodiversité, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, la neurodiversité, elle est indispensable en fait. Et c'est une sorte d'éloge à la neurodiversité. C'est-à-dire que tout ce qui est neurodifférent, c'est beau et tout. Mais moi, je vous le dis en tant que psychologue, chaque fois que j'ai une personne qui est neurodifférente, elle souffre. Elle est en énorme souffrance. Il faut tout faire pour essayer de réduire cette neurodiversité. Bon, bref, on pourrait philosopher là-dessus longtemps, mais ce sont des personnes qui font l'apologie de la différence en nous expliquant que la société doit être inclusive, sans comprendre qu'une personne qui se croit du xénogenre, alors elle a un cerveau particulier, mais c'est une sorte d'icône pour dire moi, mon cerveau, il n'est pas comme vous, eh bien, elle est en souffrance la plupart du temps, parce qu'il ne faut jamais nous faire croire que le fameux HPI, en fait, il est en souffrance parce qu'il est différent dans sa tête. En fait, si vous êtes intelligent, ça ne vous pose pas de problème dans la société. Il faut bien comprendre que cette fameuse neurodifférence, elle cache de la pathologie dans la majorité de cas. Voilà. Quand on est trop éloigné de la norme, c'est une création de souffrance. C'est une création de souffrance et surtout notre société a tendance à survaloriser, c'est le wokisme, tout ce qui est hors norme pour nous dire que en fait il faut accepter toutes les différences. Mais une société, et ça je l'ai cité aussi dans mon livre avec certains auteurs sociologues français, Émile Durkheim, qui explique que si vous êtes finalement hors norme, il n'y a plus de société possible. Je vais vous citer une petite citation de Émile Durkheim qui est extrêmement importante à mes yeux. Je l'avais là, bon, je l'ai de tête. Mais... La tyrannie des minorités, finalement. Voilà. De la division du travail social, en 1893, il explique que l'homme civilisé est celui qui s'adapte à la société et non celui qui l'exige à son image. L'homme civilisé est celui qui s'adapte à la société et non celui qui l'exige à son image. Il n'y a pas de société saine si on n'a pas une norme qui est un socle. Bien sûr, M. Foucault détestait les normes. Alors lui, il a, philosophe français, combattu les normes toute sa vie. Il était d'ailleurs lui-même homosexuel et il a eu ce cheval de bataille énorme pour pouvoir justement faire reconnaître toutes les différences. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, il a fait son coming out dans les années 70, alors que c'est juste après mai 68, mais il a cru que ça irait, mais il a été stigmatisé beaucoup pour ça, et ça je le comprends. Du coup, il a eu toute sa vie de cesse de dire qu'il fallait casser toutes les normes. Mais une société où toutes les normes sont cassées, c'est une société qui se casse la figure. Et moi, je suis pour le retour, et tout mon livre, vraiment, si vous devez retenir une chose de NeuroVibe, c'est le retour des normes, et le maintien des normes est indispensable au bon fonctionnement d'une société.
société et tout ce qui est hors norme doit rester hors norme. Et c'est-à-dire, quand on est dans des pathologies, on doit tout faire pour essayer d'amener ces pathologies vers la norme. C'est mon rôle en tant que psychologue. Et arrêtez de nous faire croire, embellir ces pathologies. Oh, c'est magnifique, il est TSA, il est TDAH. Parce que, en gros, Greta Thunberg, TSA, trouble du spectre autistique, vous explique que son autisme est une chance. Et elle vous explique clairement, j'avais la citation, j'ai oublié, mais qu'en gros, bon, bref, toutes ces personnes font l'apologie de la neurodiversité en expliquant que c'est magnifique d'être autiste, hein, parce que comme ça, nous allons tous devenir des Elon Musk, hein, parce qu'il est autiste et que c'est un grand génie. Or, moi, je l'explique, je les ai, les Asperger, dans mon bureau, dans mon cabinet. Ils sont en grande souffrance parce qu'ils sont inadaptés. Et on leur fait croire qu'avec la neurodiversité, nous allons nous adapter, enfin nous allons les inclure et nous allons être tolérants. Mais en fait non, moi je connais les troubles d'Asperger et je sais que non, la société ne sera pas tolérante envers une différence pathologique. Et il faut arrêter de leur vendre ce mythe qui leur fait croire que la différence est belle. C'est tout ce que je dis dans mon livre en permanence. Non, la différence, encore une fois, on peut avoir un trouble, mais il faut tout faire pour essayer de le compenser. Voilà, c'est mon raisonnement. Sinon, on va vers une société trop fragmentée. Et alors là, mon Dieu, mais si vous saviez à quel point je le dis dans mon livre, c'est ce que je dis à la fin, et c'est ce que dit Émile Durkheim. Il explique vraiment cette fragmentation de la société. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec toutes ces reconnaissances de besoins individuels. En gros, vous savez qu'à Disney, ils sont venus dire, bon, on va pas mettre des toilettes genrées, hein, bon, donc il faut pas écrire homme-femme, parce qu'il y en a toujours un qui dit qu'il est ni du genre de l'un, ni du genre de l'autre. Je voulais vous citer les différents genres. Vite fait, vous allez voir, page 121 de mon livre, ça va prendre 2 secondes, puisque normalement j'ai bien mis. Vous allez voir, par exemple, 121, je vous cite le genre. Alors, il y a le genre, le cisgenre. Le cisgenre, c'est vous et moi, enfin, je pense. C'est-à-dire, ce sont des genres qui sont classiques, hein, voilà. Mais il y a... Ennuyeux, très ennuyeux. Il y a l'agender. Agender, c'est une absence d'identité de genre, c'est-à-dire un sentiment de ne pas avoir de genre. Il y a le gender fluide. Bon, ça, vous le connaissez. C'est celui qui varie de temps en temps, hein, selon les contextes, hein, selon ses ressentis personnels, il est tantôt homme, tantôt femme. Vous avez le bigender. Le bigender, il s'identifie aux deux genres, soit simultanément, soit en alternance. Vous avez le demi-boy, demi-girl, bon, on s'identifie partiellement. Vous avez le neutrois. Le neutrois, c'est celui qui a un genre neutre, c'est-à-dire qui a souvent associé à un rejet des catégories traditionnelles. Et enfin, vous avez le xénogender, c'est lui, c'est-à-dire c'est l'identité de genre qui ne se définit pas par des références extérieures d'humain, c'est-à-dire je ne suis pas humain, je suis xéno veut dire étranger, hein. Je suis xénogenre, c'est-à-dire en gros mon genre ça peut être la nature, les sensations, ça peut être un concept, ça peut être une technologie, je peux être une technologie, oui, figurez-vous. On peut s'identifier à un presse purée. Voilà. Donc vous voyez, non mais je veux dire, moi j'ai tendance à dire, je l'ai vraiment cité tout ça, ça existe aujourd'hui et encore une fois, Stéphanie, on ne veut pas appeler ça pathologie. Il est interdit aujourd'hui de dire que c'est de la pathologie. Eh bien, moi, on ne me fera pas changer. Cette fameuse neurodiversité, cette neurovibe, et je l'appelle neurovibe, vous avez compris pourquoi, c'est une vibe, c'est-à-dire c'est très à la mode, elle est le signe d'une société d'inversion des valeurs, qui se perd. Voilà. Justement, avec Neurovibe, vous parlez de toutes ces étiquettes, TSA, HPI, TDAH, etc. Est-ce que c'est pas aussi une magnifique aubaine pécuniaire pour Big Pharma pharmaceutique? Mon Dieu, si vous saviez, entre 2008 et 2021, si je ne m'abuse, la prescription pour le TDAH, fameux trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, a explosé, figurez-vous, de 406%. D'accord? Il y a des milliards en jeu. Et les parents sont dupes, parce que heureusement, ils ne disent qu'on connaissent rien. Ils veulent, souvent ça part de l'école, je répète, hein, la maîtresse dit, votre enfant, il ne serait pas TDAH par hasard, allez voir un psychologue. Le psychologue, comme il n'a pas de conscience professionnelle et qu'il veut de l'argent, parce que faites une addition, excusez-moi, moi je prends 65 €, bon voilà. Mais si je prenais 600 €, 500 € par diagnostic, il suffit que j'en fasse, allez, 500 €, vous savez, je peux voir 4 patients dans la journée. Ça fait 2000 € par jour. On est d'accord, hein? Et je vous assure que c'est une réalité. 2000 € par jour que multiplie, allez, vous allez travailler seulement 10 jours dans la semaine, on va dire. 10 jours, c'est pas énorme, hein? Vous êtes à 20 000 € par mois. Et vous pouvez aussi travailler 20 jours, comme tout le monde, et être à 40 000 € par mois. Vous savez comment j'appelle ça? Le narcotrafic. Narco. Mais c'est du narco, puisque vous savez bien que la Ritaline, tout ça, c'est la pharmacopée, c'est des drogues. Hein.
voilà où on en est aujourd'hui. Que moi, moi, je pourrais me blinder, mais en tant que confrère, les confrères qui font ça, je dis honte à eux. Donc oui, honte à vous, mais tout le monde se graisse la patte dans le truc. Il y a le psychologue déjà, mais il y a aussi celui qui vend les tests, parce qu'il y a des tests, par exemple le whisky, la Vice, tout ça, c'est des tests des fois qui coûtent, pas celui de Connors, mais il y a des tests qui coûtent cher et il y a tout un business autour du test, autour de la pharmacopée. Et après, il y a les méthodes, ce qu'on appelle comportementales, où ils vont aller consulter des praticiens, enfin des psychologues qui vont leur dire ah mais votre enfant est TDAH, ou même des coachs, pseudo-coachs. Moi je reçois des pubs tout le temps comme ça dans ma boîte aux lettres de coachs qui disent votre enfant a TDAH, ben je sais comment faire. Vous recevez ça sur TikTok, ça commence par on vous aguiche en vous disant ah mais si vous avez tel ou tel signe, alors vous avez souvent sur TikTok des vidéos comme ça, je vais vous donner 5 signes comme quoi vous êtes TDAH, vous savez, ce genre de truc, c'est tellement à la mode et les gens ah mais peut-être que moi je le suis. Alors je vais me faire diagnostiquer, sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils cliquent sur un lien où il va avoir une sorte de code qui va lui faire passer un test à 600 € et après qu'il va le prendre dans ce qu'on appelle des séminaires, eh bien oui, des programmes pour TDAH, parce que là aussi il y a tout un business. Donc ça va de Big Pharma qui se met des milliards dans les poches avec de la Ritaline et pas que, l'Adderall, enfin il y a plein d'un tas de médicaments, le Coasim, je pourrais vous citer. Ce sont quasiment souvent les mêmes molécules, ça ne fait pas les mêmes effets. Bon, voilà, le Medikinet, tout ça. Alors ça, il y a 2 types de médicaments, je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin, de toute façon, c'est juste pour vous dire que beaucoup de parents, malheureusement, en viennent à prendre ces molécules pour leur enfant, donc ça fait marcher l'industrie à fond, mais aussi ils vont voir des spécialistes qui leur font une sorte de coach pour ça. Donc voilà, oui, c'est malheureux, mais en réalité, souvent, l'enfant dont je vous parle, vous savez, son problème, c'est quoi? Je vous l'ai répété, problème éducatif. Je viens de vous le répondre, je vous ai donné, je vous ai expliqué. Vous faites une bonne guidance, vous arrivez à résoudre énormément de ces problèmes-là, mais sauf qu'aujourd'hui, vous savez qu'en 2025, on ne veut plus faire l'effort dont je vous parle, remettre en question la famille, travailler. On ne se remet plus en question aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la faute à qui? Oh, la faute à pas de chance, mon enfant, il est né avec un truc dans le cerveau. Et je vais vous dire un truc, le fameux trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, il n'a jamais été démontré dans le cerveau. Et ça, souvent, vous entendez des spécialistes qui vous disent, oui, on a démontré que... Montrez-moi une IRM, une imagerie par résonance magnétique d'un enfant qui est soi-disant TDAH et montrez-moi où se trouve le TDAH sur son cerveau. Allez-y, montrez-moi. Voilà. Et ça me fait tellement rire. Alors, les parents croient réellement que leur cerveau, l'enfant... C'est ça le TDAH. Un vrai TDAH, c'est un enfant qui a une lésion sur son cerveau qui fait qu'il ne peut vraiment pas... Et les cas sont extrêmement rares, rarissimes. Donc, même le TSA aujourd'hui, alors ça, j'ai entendu récemment des émissions même sur Toxin. Encore une fois, j'ai rien contre Toxin, j'écoute sur une vente Toxin. Des spécialistes qui disent que le TSA, c'est prouvé que désormais, il est neurodéveloppemental. Arrêtez. J'ai travaillé dans un IME pendant des années. Je vous prends un enfant autiste sévère qui a 8, 10, 15 ans. Allez-y. Prenez son cerveau et démontrez-moi toutes les lésions comme quoi il a ce trouble autistique. Arrêtez. On veut nous mélanger les choses, nous faire quoi? Pour moi, l'autisme, tout ça, c'est plurifactoriel. Évidemment, l'autisme, quand il est là, c'est pas le TDAH, il est vraiment là. Attention, c'est une vraie pathologie, contrairement aux fausses pathologies qui sont les faux TDAH. Attention. Mais par contre, de vouloir tout expliquer par la neurologie, en disant, non, c'est sûr. Moi, l'autisme, la cause de l'autisme est plurifactorielle pour moi. Elle peut être autant environnementale que voilà. Mais on n'a plus le droit de le dire. Aujourd'hui, tout doit venir de la neurochimie et tout. Donc, c'est juste pour dire que, du coup, à ces enfants autistes, on leur donne du Risperdal. C'est je vous rappelle, un neuroleptique extrêmement puissant et qu'on devrait donner seulement sur 5 mois et selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché, tout ça. Mais on leur donne des fois sur 5-10 ans avec des doses de cheval. Bon, bref, tout ça, c'est du business et c'est très compliqué et on ne veut plus traiter. Alors, je reconnais qu'il est très difficile de traiter un autisme sévère, qui se mord et tout ça, et que des fois, les parents n'ont pas d'autre solution que de donner des médicaments. Par contre, pour le TDAH, la meilleure des solutions, ça serait de venir voir un psychologue vraiment honnête, qui vous prennent pas 500 € pour faire passer un test qui est bidon, parce que le psychologue qui fait passer le test, après il vous laisse aller avec le test. Lui, il s'occupe pas de toute la partie éducative dont je vous ai parlé, là, toutes les techniques. Lui, il vous donne un test, il vous dit ça y est, je vous ai soulagé, vous avez votre enfant ce qu'il a désormais, c'est pas de votre faute, il est né comme ça. Et puis vous laissez vous débrouiller avec ça, et après il vient de me voir, il me montre le test, il me dit regardez, il est comme ça. Et qu'est-ce que ça, le psychologue, le neuropsy qui vous a fait faire ça, qu'est-ce qu'il vous a proposé? Ben rien. Il a pris l'argent, puis derrière, il compte sur qui maintenant? Vous savez qu'il est TDAH, donc on va aménager la classe, qu'est-ce qu'on va faire? Dites-moi. Bon, à un moment donné, je dis souvent, écoutez, vous avez compris qu'il n'était pas TDAH, arrêtez toutes ces choses. Concrètement, on va travailler maintenant.
vous vous donnez de mauvaises réponses éducatives, d'accord? Donc moi, je serais prêt à reconnaître un TDAH si et seulement si vos réponses éducatives n'étaient pas mauvaises et que j'arrivais pas à les expliquer par ce biais. Voilà. Et je vous ai dit, en je sais pas combien, 15-20 ans de carrière, les cas rarissimes de TDAH. Rarissime, quand je dis rarissime, c'est même pas 1%. Hein, qui vient me voir. Et donc, la plupart du temps, ils viennent me voir avec ces étiquettes, mais c'est catastrophique. Du coup, j'ai oublié votre question. Mais c'est très bien.